bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur un congrès qui suscite de nombreuses questions et critiques, tandis que le président Macron s'exprimera lundi prochain devant les parlementaires. Certains d'entre eux mettent en cause cette réunion à Versailles. Alors que faut-il en penser? Et plus largement, quelle place est laissée à l'opposition à l'Assemblée nationale? Sur ces aspects, le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. La Cour des comptes étrie la gestion du quinquennat précédent. C'est un véritable réquisitoire des sages sur le budget 2017, frappé, selon eux, d'insincérité. Le Premier ministre a qualifié cette situation d'inacceptable. Et maintenant, quels arbitrages, quelle marge de manœuvre? Le match des idées opposera sur ce sujet Marc Landré du Figaro à Christophe Rameau des économistes atterrés. Enfin, l'entretien. Mon invité est spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient, docteur en sciences politiques. Myriam Benrad publie L'État islamique pris au mot. Elle y décortique la mécanique de la propagande des djihadistes. Nous parlerons aussi de l'actualité avec elle, à savoir la situation sur place et la bataille de Mossoul qui se déroule en ce moment. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Vos questions ou réactions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir nos premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Le Parlement s'apprête à prolonger l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre. Dans ce contexte, le Sénat a réintroduit l'interdiction de séjour. Une mesure récemment censurée par le Conseil constitutionnel car elle permet de limiter les déplacements d'une personne sur un territoire donné. Le gouvernement a tout de même souhaité reprendre cette disposition en tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel. Il ne s'agit pas du tout de rétablir ce qui a été annulé. Il s'agit de mettre dans la loi les conditions posées par le Conseil constitutionnel. Pour les opposants, l'interdiction de séjour a fait l'objet de détournements. Sur les 618 mesures décidées, 438 l'ont été dans le cadre de la mobilisation contre la loi travail, donc hors terrorisme. À l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale examinera le projet de loi d'habilitation sur le Code du travail dès le 10 juillet. La décision a été prise par la première conférence des présidents de l'Assemblée. Le gouvernement souhaite aller vite et adopter la loi d'habilitation dans l'été, avant les ordonnances prévues en septembre. Les syndicats devraient avoir la primeur du texte. Au Sénat. Le groupe écologiste du Sénat disparaît après la décision du sénateur André Gattolin de rejoindre La République En Marche. Or, il faut au minimum 10 membres pour composer un groupe politique à la Haute Assemblée. Tombés à 9, les sénateurs écologistes auront le choix, siéger dans un autre groupe ou intégrer la liste des non-inscrits. À droite. Que M. Solaire ait constitué entre guillemets son groupe, ça ne me surprend pas spécialement, puisque M. Solaire est plus attiré, si je puis dire, par les lumières des projecteurs que par le travail de fond de notre famille politique. Mais je crois que très rapidement, il s'apercevra, et nous on lui montrera peut-être chaque jour s'il le faut, qu'il s'est trompé. Ce n'est pas en créant un groupe, je dirais, constructif, entre guillemets, qu'il va renforcer la propre famille politique auquel il doit tant. International. La BNP est poursuivie pour complicité de génocide, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La banque est soupçonnée d'avoir financé des achats d'armes au profit du gouvernement Hutu en juin 1994 pendant le génocide au Rwanda. Des faits documentés dans différents rapports ainsi que lors des audiences du tribunal pénal international pour le Rwanda. Cette plainte intervient quelques jours après les révélations qui pointent la responsabilité de l'Élysée dans le réarmement des forces génocidaires. Emmanuel Macron. Il est inutile d'isoler l'État. Les États-Unis, le président Trump s'est exprimé clairement. Je crois que nous l'avons les uns et les autres rappelé immédiatement. Nous ne partageons pas sa vision des choses sur ce sujet. Néanmoins, il est toujours préférable de faire des déclarations communes et de laisser l'opportunité à un pays autour de la table de s'inscrire dans le moyen terme. Et dans l'actualité, c'est un congrès qui suscite de nombreuses questions et critiques, tandis que le président Macron s'exprimera lundi prochain devant les parlementaires réunis à Versailles. Eh bien, certains d'entre eux mettent en cause l'intérêt et le fondement même d'une telle réunion.
Que faut-il en penser? Et plus largement, quelle place est laissée à l'opposition, aux oppositions à l'Assemblée nationale? Sur ces aspects, le débat avec nos invités ce soir. Dominique Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous accompagne l'éditorialiste politique Hélène Pilchowski, bonsoir. Bonsoir. Marc-Olivier Padis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Directeur des études de Terra Nova. Et Erwan Lenoir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant, chroniqueur à l'opinion et auteur notamment de ce livre, La France des opportunités. Alors madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de passer en revue quelques réactions politiques après la confirmation de la tenue de ce congrès à Versailles lundi prochain. Lundi, Emmanuel Macron devrait normalement avoir face à lui 925 parlementaires. Seulement, il pourrait bien trouver un hémicycle un peu vide. Les centristes Philippe Viguier et Jean-Christophe Lagarde ont annoncé dès hier leur absence, dénonçant notamment une réunion inutile et coûteuse. Même son de cloche du côté de la France insoumise. Puisque nous sommes convoqués pour entendre le monarque présidentiel s'exprimer, puisque nous sommes convoqués sans délai et mis à discrétion de sa bonne volonté à propos du débat parlementaire, eh bien nous nous rebellons et nous ne nous soumettons pas. Nous n'irons pas. Le Front National sera lui bien présent à ce rendez-vous républicain, mais il condamne la méthode. À droite, les parlementaires ont finalement décidé de ne pas boycotter la convocation, tout en dénonçant une faute politique et une présidence impériale. C'est une vision des institutions qui est excessivement présidentialiste dans un régime parlementaire. Et moi, je pense que ça affaiblit le Premier ministre. Le Parti communiste a lui appelé à un rassemblement lundi à 14h devant la mairie de Versailles contre ce qu'il nomme une dérive monarchique. Les critiques sont nombreuses. Alors, Dominique Rousseau, ce sont vraiment deux conceptions qui s'opposent entre ceux qui dénoncent, on l'a entendu, l'excès de pouvoir, de présidentialité, et ceux, au contraire, qui pensent qu'il s'agit là de l'épure même de la Ve République. Qu'en pense le constitutionnaliste ? Le constitutionnaliste s'étonne un petit peu des réactions excessives des uns et des autres, que ce soit à droite ou à gauche, dans la mesure où que va faire le président de la République ? Le président de la République va envoyer un message aux parlementaires. Et c'est dans la tradition républicaine. Tous les présidents de la République, depuis la Ve République, mais sous la Quatrième et sous la Troisième également, envoyaient des messages au Parlement juste après l'élection du Parlement. Quelle est la différence ? La différence, c'est que jusqu'en 2010, ces messages écrits par le président de la République étaient lus par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat. Maintenant, je crois qu'on doit être au XXIe siècle, maintenant, c'est le président de la République qui, en personne, lira le message qu'il a écrit. Vous vous rendez compte ? Le coup de force et le coup d'État ? Le président de la République va parler en lui-même, va dire lui-même les mots qu'il a écrits, alors qu'avant c'était le président de l'Assemblée nationale. Non, c'est tout à fait légitime et constitutionnel qu'au moment où le président prend ses fonctions, il parle. Et je vous rappelle, puisque certains l'ont fait remarquer, François Mitterrand, lorsqu'il a été élu président de la République, le 8 juillet 1981, il a fait lire un message au Parlement quelques heures seulement avant le discours du Premier ministre Pierre Mauroy. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a rien de nouveau. Que le président fasse un message avant le Premier ministre, ça s'est déjà fait en 81 et ça s'est fait ensuite par tous les autres présidents de la République. Alors pourquoi, Erwan Lenoir, il y a tant de crispation et de tension ? Est-ce parce que lors des deux précédents quinquennats, on a perdu de vue, ce costume présidentiel de la Ve République ? Oui, et puis c'est le jeu politique. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon utilise un prétexte pour apparaître dans les médias, montrer que c'est lui qui incarne l'opposition au président de la République. Bon, mais après, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est que c'est le fonctionnement de la Ve République et c'est ça qui est assez intéressant avec cette Constitution, c'est qu'elle permet à la fois François Hollande et Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, qui ont des pratiques très différentes de gouverner avec la même Constitution. Il n'en reste pas moins que le président aujourd'hui organise une hyper-présidentialisation, une hyper-centralisation du fonctionnement des institutions. Le gouvernement sont des experts complètement effacés dont les directeurs de cabinet ont été choisis par le président de la République. Ils ont très peu de conseillers. En dessous d'eux, il y a l'administration avec des chefs d'administration qui sont nommés par le président de la République. Le président de la République, lui, a un cabinet qui est pléthorique, dont il partage une partie avec le Premier ministre. On a
plein d'indices qui montrent qu'aujourd'hui, la Constitution le permet, mais c'est une façon de pratiquer le pouvoir qui est aujourd'hui d'une concentration énorme, peut-être excessive, au niveau de l'Élysée. Mais quel est l'équilibre, Hélène Pilichowski? François Hollande, on avait dénoncé l'hypo-président. Là, c'est l'hyper-président. Ça, j'ai pas encore entendu. Où faut-il mettre le curseur? En tous les cas, la présence normale. Attendez, je pense que c'est quand même un peu prématuré déjà de critiquer de cette façon-là le comportement du président de la République. Moi, je pensais qu'après 2 ans de débats pré-présidentiels, avec tout ce qu'on a vu comme dénigrement, comme dénonciation en tout genre, pour aboutir à un dégagisme général, tout ça, je pensais qu'on allait se calmer un petit peu et qu'on allait admettre maintenant qu'on pouvait parler vraiment politique plutôt que de s'attarder sur la forme ou les éventuelles dérives. Le fond. Alors, pour le président de la République, d'abord, c'est vrai que c'est Nicolas Sarkozy qui a permis au président de la République d'aller devant le Congrès. Bon, donc c'est tout à fait récent. Avant, ça se passait par message. Maintenant, il y a une possibilité. Et lui, effectivement, s'engouffre dans cette possibilité qui est tout à fait constitutionnelle, évidemment. Moi, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Je pense que, après tout, qu'il se montre, que les gens essayent de mieux comprendre qui il est, de mieux comprendre ce qu'il veut faire. Bon, ça sera à travers la télévision. Parce qu'en fait, là, il va être devant les députés. Et il n'y aura pas... Alors, on pourrait dire qu'il n'y aura pas de journalistes en face pour éventuellement poser des questions, puisqu'il a dit par ailleurs, dans la foulée, qu'il n'aurait pas d'intervention le 14 juillet, comme c'était la tradition jusqu'à maintenant, et que c'est censé un petit peu L'Élysée a fait remplacer. dire que sa réflexion était trop complexe. Oui, sans doute. Non, mais c'est vrai que quand on est un philosophe jupitérien, on est un peu ailleurs, on n'est pas... Et que nous, pauvres journalistes, c'est compliqué de poser des questions intelligentes. Donc, non, mais attendons de voir son action. Il veut mieux se faire connaître. Et c'est vrai qu'il y a l'image aujourd'hui qui transforme tout. Avant, quand on lisait un petit message écrit, après tout, ça prêtait pas tellement ni à contradiction, ni à jugement sur la personne. Et là, l'image, tout est en image. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'images du président depuis un mois et demi, depuis son élection. Beaucoup d'images, peu de paroles. Alors, est-ce qu'il va un petit peu se retrancher après? On peut penser qu'il veut lancer les opérations, là, et puis qu'après, peut-être qu'il va un peu s'effacer au bénéfice de l'action. Marc-Olivier Padissier, il y a une autre comparaison qu'on entend de plus en plus souvent dans le débat, c'est celle avec le discours de l'Union aux États-Unis. Certains disent que c'est une américanisation de notre vie politique, alors qu'on reviendrait, selon Dominique Rousseau, à l'essence même de notre 5e République. Alors, américanisation ou au contraire, notre 5e? Au moins, il n'a pas attendu le 21 janvier pour faire cette déclaration, parce qu'aux États-Unis, c'est toujours le 21 janvier. Je pense que Nicolas Sarkozy avait un peu ça en tête quand il y a pensé. Moi, je trouve que de la part de députés socialistes et républicains, découvrir aujourd'hui que le président dans la Ve République a beaucoup de pouvoir, ça ne manque pas de sel tout de même. Ils étaient au courant depuis un certain temps, c'est eux qui sont au pouvoir, ils ont pu aménager les choses, donc dire aujourd'hui que les choses sont déséquilibrées, ils auraient pu y penser avant. D'autre part, évidemment, on est en début de mandat, donc on s'intéresse beaucoup au président, on dit le président a beaucoup de pouvoir. C'est vrai, mais parce qu'on est focalisé aujourd'hui sur la constitution des gouvernements, du gouvernement, des équipes, on est focalisé sur l'Assemblée nationale. Mais souvenons-nous, quand François Hollande a été élu, les socialistes étaient majoritaires à l'Assemblée nationale, ils avaient presque toutes les régions, les conseils départementaux, conseils régionaux, énormément de grandes villes. Les deux chambres. Donc là, il y avait vraiment un alignement des pouvoirs. Aujourd'hui, La République En Marche, il y a un groupe parlementaire qui s'est constitué. Mais sa pratique du pouvoir, François Hollande, n'est pas la même que celle d'Emmanuel Macron. Non, bien sûr. Oui, bien sûr. Son exercice du pouvoir. L'exercice, qui joue beaucoup aujourd'hui sur l'image, la rareté de la parole. Il y a une rupture de style. Mais c'est un peu prématuré aujourd'hui pour en définir la philosophie de l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron. On est vraiment dans les premiers pas et avec les erreurs que ça comporte. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Erwan Le Noin sur, disons, le profil très technocratique des ministres. D'abord, ils ne sont pas tous, il y a aussi des vrais politiques. Et puis, ceux qui maîtrisent particulièrement bien leur sujet, à l'éducation, aux affaires sociales, travail, à la justice, etc. C'est quand même des ministres, justement, comme ils maîtrisent bien leur sujet, qui peuvent avoir
plus de poids, justement, que des ministres qui on va les juger sont nommés dans l'action, j'allais dire. Oui, Là, les compétences, c'est bien, l'action, c'est mieux. Vous avez parlé du Premier ministre. Que reste-t-il au Premier ministre? D'une manière générale, peut-être pas Édouard Philippe, non, mais sous un quinquennat, la question, elle se pose, avec l'accélération du temps, le 21e siècle, tout ce que vous avez dit, qu'est-ce qui lui reste, ce Premier ministre? Est-ce qu'il n'est pas le premier des collaborateurs par la force des choses? Oui, alors, le collaborateur, c'est un mot, évidemment, maintenant qui est connoté depuis que le président Nicolas Sarkozy avait qualifié François Fillon de collaborateur. Mais on a des institutions qui veulent que lorsqu'il y a concordance de majorité entre le président et l'Assemblée nationale, nécessairement, le Premier ministre est dans une position seconde. Je ne dis pas secondaire, je dis seconde. Ce n'est qu'en période de discordance de majorité que le Premier ministre prend le pas sur le président. C'était vrai de Jacques Chirac entre 86 et 88, de Balladur entre 93 et 95 et de Jospin entre 97 et 2002. Mais autrement, c'est évidemment le président de la République qui a la primauté. Souvenez-vous du scandale, entre guillemets, qu'avait représenté le discours de Jacques Chaban-Delmas. Alors, vous étiez évidemment très jeune à l'époque. C'était le 16 septembre 1969, où Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, a fait un discours et il avait osé ne pas présenter son discours au président de la République avant de le prononcer. Et tout le monde s'était dit, il y a un désaccord entre Pompidou et Chaban. Sa tête avait été, entre guillemets, mise à prix politiquement à partir de ce c'était le discours sur la nouvelle société, dont on retrouve certaines traces, d'ailleurs, chez Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc, il y a toujours, dans nos institutions, le problème de la place du Premier ministre, qui est nécessairement seconde, et je dis bien seconde et pas secondaire, en période de concordance de majorité. Je reviens sur l'exemple des États-Unis. On prend l'exemple des États-Unis toujours, mais je voudrais rappeler quand même que dans la Constitution française de 1848, il y avait obligation pour le président de la République de venir tous les ans faire un discours sur l'état général. Et vous vous souvenez de l'histoire? Alors la personne, je m'en souviens pas. Non, mais la personne n'était même moi non plus. Soyons francs. Pourquoi? D'où vient cette tradition que le président de la République n'avait pas le droit de s'exprimer en personne devant les parlementaires? Ça vient d'Adolphe Thiers. Adolphe Thiers était président de la République par intérim en 1873. Et à l'époque, le président de la République par intérim pouvait parler devant les parlementaires. Mais c'était un tellement brillant orateur que chaque fois qu'il prenait la parole, il retournait l'Assemblée. Et un jour, les députés, emmenés par le duc de Broglie, ont profité de son absence pour voter une loi posant l'interdiction pour le président de la République de s'exprimer devant les parlementaires. Voilà d'où vient cette tradition, ce qui fait qu'après, ça a été un message lu. Donc, arrêtons de faire des... Très bien, constitutionnellement. Mais politiquement, ça pose quand même quelques questions. Je reviens au Premier ministre. Moi, je trouve pas du tout. Mais alors, je vous pose la question. Attendez, pourquoi... Le lendemain, on va être très attentif aux deux discours. On va être attentif au discours du président le 3, au discours du Premier ministre le 4. Il y a quand même, on verra, un risque d'effacement, de cannibalisation. Le lendemain, même dans les médias, tout simplement, on va forcément le lendemain parler encore de ce discours, puisque c'est le cap, la vision. Il va par nature même un petit peu effacer ou pousser celui du Premier ministre. Ben, ça dépend parce que... Mais ça, peut-être, oui. En l'occurrence, avec ce problème de programme, de dates qui ont été choisies, évidemment, la veille de l'intervention du Premier ministre, qui, elle, est prévue depuis beaucoup plus longtemps. Hein. Bon. Mais ce que je pense, c'est que peut-être, ça c'est je crois que ça a été un petit peu d'ailleurs montré à l'Élysée, ils ont essayé de le montrer à l'Élysée, de l'expliquer, vous savez, mais peut-être qu'au contraire, on va offrir aux Français, aux citoyens, aux parlementaires, l'occasion, comme c'est très rapproché, de faire une comparaison, à la fois comparaison des personnes, de leur mode d'expression, et comparaison de leur programme et de leur rôle respectif. En espérant qu'ils aient quand même le même programme. Ah non, mais de leur rôle, leur programme. Bon, leur rôle respecte le programme, le calendrier, enfin comme vous voulez. On va dire, le président, lui, on a bien compris ce qu'il voulait faire, le cap, comme on dit fréquemment, donc il va donner le cap,
et le Premier ministre va indiquer comment il compte mettre en œuvre les orientations décidées. Selon vous, au contraire, cette concomitance des dates. Et bon, ce qu'on dit à l'Élysée, c'est qu'au contraire, c'est pour bien montrer que c'est un tandem efficace, que ce duo, comme on dit, la tête de l'exécutif est bien construite et que ça va marcher et qu'il n'est pas question pour le président de venir prendre la politesse, voler la politesse. Le président ne vient pas voler la politesse, pardon, au Premier ministre. Moi, j'en suis convaincu. Je ne pense pas qu'il ait besoin de ça, parce que ça serait vraiment de la part d'Emmanuel Macron, qui veut être quelqu'un très au-dessus de la masse. Quand même, on voit très bien, hein, c'est vertical, il est au sommet, là, sur son Olympe, Jupiter, oui. et qui s'abaisse, si vous voulez, à quelque chose qui serait une mesquinerie. Vous dites, il est tout en haut, mais il est tout en haut. Pour le moment, les vents sont porteurs, oui. Il concentre les pouvoirs, mais est-ce que ce n'est pas un risque quand les vents tournent? Parce qu'il arrive, et ça arrivera, que dans le quinquennat, les vents vont tourner. Est-ce que quelqu'un qui concentre autant de pouvoir n'est pas justement une sorte de géant au pied d'argile? Quand on a autant de pouvoir, c'est qu'il n'y a pas de paratonnerre. Bientôt vient à vous. On demande des comptes directement au président. Oui, moi je ne vois pas ce qui protège Emmanuel Macron dans le dispositif qu'il est en train de mettre en place. Quand on a fait le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande, à chaque fois on disait, dans le fond, ils n'ont pas été assez protégés par leur Premier ministre, ces deux présidents. Et François Hollande avait même eu ce mot cruel sur Jean-Marc Ayrault, il est fidèle jusqu'à l'inexistence. Donc il regrettait lui-même, dans le fond, que son Premier ministre manqua de substance et ne le protégeait point contre les aléas de la vie politique. Donc, effectivement, pourquoi Emmanuel Macron voudrait-il affaiblir le Premier ministre au point de se trouver lui-même en première ligne? C'est quand même très risqué. Il n'y a pas intérêt à le faire, selon vous. Oui. C'est effectivement le risque de l'hypercentralisation et l'hyper-présidentialisation. Pour autant, on a vu ce soir que quand il s'agit d'annoncer les décisions difficiles sur les questions de budget, c'est le Premier ministre qui fait le discours et c'est ensuite le ministre du Budget qui vient dire à la télévision que les fonctionnaires peuvent dire au revoir à leurs augmentations. Donc il y a un agencement de communication qui est quand même jusque-là bien fait, mais il est vrai qu'il y a un risque cette hypercentralisation présente un risque. Surtout que je crois qu'elle est moi, je crois qu'elle est quand même révélatrice de quelque chose. Elle est révélatrice de la façon dont le président conçoit les institutions, qui est liée aussi à la façon dont il conçoit l'État. Et je crois qu'il y a un autre indice de cette conception, c'était le projet de loi de moralisation de la vie politique, qui est qu'on a un État qui est régulateur de la vie démocratique et, je pense bientôt, régulateur aussi de la vie économique. On a en fait la technocratie au pouvoir, mais un inspecteur des finances et un président et un conseiller d'État Premier ministre. Il n'y a pas de révolution institutionnelle, il y a au contraire une confiance très forte dans le fait que l'État peut décider pour l'ensemble de la société ce qui est bon, d'où le système d'hypercentralisation. C'est une bonne... oui, vous avez raison. Et jusqu'où on peut ajouter, il y aura cette régulation, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, parce que déjà, vous allez le voir, il y a eu des moments très tendus au Parlement. À peine installé, l'Assemblée a connu hier une soirée qu'on peut qualifier de paroxystique. En cause, l'attribution des postes clés. On va voir tout cela. En tous les cas, c'était un Parlement en ébullition. Les détails avec Quentin Calmet. Qu'est-ce que c'est que ces petits traficotages, ces artifices du 4 matin? Qu'est-ce que ça veut dire? Pagaille, crise, erreur politique, les qualificatifs sont sévères après les 2 premiers jours de la nouvelle Assemblée nationale. Point de départ de ce psychodrame, l'élection de Thierry Solère à la questure. Le poste échoue à un LR constructif alors qu'il est traditionnellement réservé à l'opposition. Il n'en fallait pas plus pour que la droite classique dénonce une concentration des pouvoirs par les soutiens du président de la République. Il n'y a pas de représentant de l'opposition puisque M. Thierry Solère a été élu en faisant campagne, et c'est son plus grand droit, pour que M. Macron ait une majorité. Une élection du bureau de l'Assemblée qui déstabilise également le tout nouveau groupe UDI-LR Constructif. Les centristes ayant découvert à la dernière minute la candidature de Thierry Solère. France Insoumise, communistes, socialistes, républicains et FN. Cette séquence a immédiatement fait réagir tous les groupes minoritaires de l'Assemblée nationale. Elle interroge sur la conception des contre-pouvoirs de la nouvelle majorité En Marche. Voilà, et ça secoue déjà fort à l'Assemblée. On va préciser que la tradition, et je parle sous votre contrôle, veut que l'un des 3 questeurs, qui est quand même, c'est un rôle important, qui est chargé des finances de l'Assemblée, soit choisi parmi l'opposition. Alors, les Républicains constructifs sont-ils l'opposition? En tous les cas, le poste leur a été attribué. Les Républicains, canal historique si je puis dire, Dominique Rousseau, estiment que c'est une trahison.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, vous avez raison, le règlement de l'Assemblée nationale prévoit que sur les 3 questeurs, 2 appartiennent à la majorité et 1 appartient à l'opposition. La question est de savoir si le groupe des constructeurs ou constructifs est dans l'opposition. Vous savez que lorsque un groupe se constitue, il doit dire lui-même s'il est dans l'opposition ou s'il est un groupe minoritaire. Donc, quelle a été la déclaration du groupe des constructifs? Je ne sais pas s'ils sont déclarés dans l'opposition ou minoritaires. Il semble quand même, si vous voulez, tout à fait surprenant que ce groupe constructif, qu'il se soit déclaré ou non dans l'opposition, il ne fait pas partie de l'opposition. Ce sont précisément des personnalités, des députés qui ont quitté les Républicains parce qu'ils veulent apporter leur soutien au président de la République et à la majorité parlementaire. Donc ils ne sont pas dans l'opposition. Donc on peut comprendre que les Républicains, les socialistes, insoumis, les communistes soient heurtés, et ils ont raison, par cette entreprise qui a fait qu'aujourd'hui, les 3 passes de questeurs sont entre les mains de... Oui, et ce n'est pas anecdotique, hein, on le rappelle à ceux qui... Ah, c'est pas anecdotique, parce que le poste de questeur, vous le rappeliez, c'est un poste qui gère toutes les finances. Le budget, c'est lui qui construit le budget de l'Assemblée nationale. C'est le nerf de la guerre. Qui en surveille l'exécution, donc c'est un poste très important. Qu'est-ce que vous avez pensé les uns et les autres de cette séquence? Le questeur a une table à sa disposition pour recevoir des élus, etc. Il y a des tas d'avantages qui sont liés à la questure. C'est pour ça qu'ils sont partagés, effectivement, avec l'opposition. Alors, moi, autant j'étais plutôt, disons, sceptique sur le mal que constituait le fait de l'intervention du président de la République avant le Premier ministre. Là, je trouve que ce qui se passe à l'Assemblée, c'est pas très bien, parce que ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron, c'était effectivement d'effacer les vieux clivages politiques en disant, au contraire, on va essayer de travailler ensemble pour les bonnes choses. Et on s'aperçoit que dès qu'il s'agit des intérêts, des petits intérêts, par exemple, cette questure, qui est quand même pas négligeable, effectivement, dans le fonctionnement de l'Assemblée, eh bien, on se bat. On se bat parce qu'on en veut pour son argent. Bon. Et en même temps, je pense que pour les citoyens, voir cette pagaille autour d'intérêts avoués, quand même, c'est pas bon pour l'entreprise d'Emmanuel Macron qui veut montrer qu'on peut faire de la politique et travailler autrement. Eh ben non, on n'est pas autrement. Et puis ce qu'a fait Thierry Solère, moi je n'ai pas trouvé ça extrêmement ni courtois, ni à l'honneur de la vraie politique. Parce que quand on décide de soutenir la politique du président et du Premier ministre à l'Assemblée, eh bien, effectivement, on ne vient pas réclamer un poste qui revient à l'opposition. Enfin, ça me paraît absolument logique. Je trouve ça dommageable. Oui. Tout à fait. Oui. Si j'ai bien, par ailleurs, bien compris ce que m'a raconté Evra, ce qui a expliqué aussi la colère des députés LR, c'est que le matin même avait eu lieu une réunion du bureau de l'Assemblée qui réunit les présidents de groupe, et ils s'étaient mis d'accord. Et c'est en séance qu'ils ont découvert qu'il y avait la candidature de Thierry Solère et que les députés En Marche ont voté massivement, si ce n'est unanimement, je crois, pour lui. C'est-à-dire que c'était alors visiblement... Alors que c'était Éric Ciotti, qui avait été désigné pour les Républicains. Pour l'opposition. Donc, c'était visiblement préparé. Et donc, ce changement au dernier moment a été mal vécu. C'est pour ça qu'il y a eu ensuite toute cette crise qui a conduit par ailleurs à ce que, par exemple, les 6 vice-présidents de l'Assemblée nationale soient tous En Marche ou Modem, si je ne me trompe pas, alors qu'auparavant, il y avait des membres de l'opposition. Bon, ça pose quand même une question sur disons, la façon dont la présidence ou le gouvernement gère l'opposition aujourd'hui. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée aussi. Exactement, mais beaucoup ont décrit comme un homme expérimenté connaissant les rouages de l'Assemblée. C'est à lui aussi d'assurer cet équilibre. Tout à fait. Et ce qu'il n'a visiblement pas fait hier. Mais le président de la République, il a aujourd'hui une majorité qui est très nette à l'Assemblée. Il a largement gagné les élections législatives. La majorité a largement remporté. J'ai une question, c'est pourquoi diviser l'opposition ? Quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron d'aller chercher des députés de droite ? Ça n'est pas pour renforcer sa majorité, c'est pour affaiblir la droite, pour être sûr de n'avoir d'autres... Alors, probablement pour être sûr de n'avoir d'autres oppositions que Marine Le Pen d'un côté et France Insoumise de l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon qu'on voit sur les antennes, en réalité, ils ont un intérêt mutuel, le président et lui, à se mettre en opposition. Comme ça, l'un reste l'opposant principal et l'autre n'a pas réellement d'opposition. D'accord sur et après, la droite est assez forte pour se diviser. Sur ce coup de jarnac parlementaire, finalement, avec cette... Oui, ce que je ne sais pas, moi je n'ai pas d'informations, mais ce que je ne sais pas, c'est si on peut considérer que l'affaire est pilotée de l'Élysée. C'est-à-dire que c'est une affaire aussi interne à l'Assemblée nationale.
le président jupitérien ne s'occupe peut-être pas de tout dans le détail. Y a-t-il eu des consignes ou pas Mais ce qui est certain, c'est que l'Assemblée nationale est une institution qui doit organiser la confrontation politique. Et pour que cette confrontation tienne correctement, il faut que les usages et les règles soient respectés. Parce que comme l'objet de l'Assemblée est de travailler sur le conflit, en quelque sorte, il faut quand même qu'il y ait une sociabilité de travail. Et cette sociabilité, en outre, en raison de la séparation des pouvoirs, l'Assemblée peut s'organiser comme elle veut. Elle est auto-administrée. Elle a son propre système avec les questeurs, etc. Et donc, il est d'une importance primordiale que cette organisation fonctionne bien, mais aussi qu'elle fonctionne avec des usages. Mais il y a aussi, je pense, un rodage avec les nouveaux arrivés. pas trop long quand même. Non, pas trop long. Je crois pas. Enfin, il y aura un test, c'est-à-dire le 4 juillet, je crois. Le 4 juillet, il y a le discours. Bon, si Thierry Solers vote la confiance du... Mais je crois qu'il n'y a pas de doute, il l'a dit. Donc pour vous, il est de fait dans la majorité. S'il vote la confiance, il devrait démissionner de son poste de questeur, parce que là, ostensiblement, objectivement, il aura montré qu'il n'est pas dans l'opposition puisqu'il votera la confiance. Et puisqu'on parle de moralisation ou de restaurer la confiance, eh bien, ça serait honnête de sa part de démissionner de son poste de questeur. Mais plus largement, Erwan Le Nant, Hélène Pellichowski, c'est vraiment la bataille des frères ennemis de la droite là qu'on voit. C'est incroyable quand même. Ces deux groupes. On a appris ce soir que l'UDI, qui fait partie du groupe Les Républicains Constructifs UDI Indépendants, pourrait quitter le groupe, probablement en cause, il y a leur dissension sur le congrès qui va se tenir lundi. Si les UDI partent, on verra ce que va donner ce groupe. Mais c'est incroyable cette bataille interne quand même au sein de la droite. C'est vraiment les frères ennemis. La bataille, oui, la droite vient tellement de subir un séisme politique en perdant tout ce qu'elle avait pratiquement, mais elle a quand même sauvé ses meubles, si on peut dire, aux législatives, avec une centaine de députés, ce qui dans la configuration actuelle était quand même assez respectable. Bon, on dit beaucoup, il y a deux lignes. Je crois que la droite est surtout totalement... Entre Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse qui ambitionnent de prendre mais c'est pas parce qu'il y a Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez ne représente pas il est très seul dans sa ligne en question. Parce que, non, moi je... Non. Vous savez, moi, par exemple, je connais très bien quelqu'un comme Bernard Accoyer, qui est je n'ai jamais pensé que ce soit quelqu'un qui soit tenté par le flirt avec le Front National, ce qui est tout de suite reproché. On dit qu'ils sont proches de l'extrême droite. Éric Ciotti, ils sont très droite traditionnelle. Droite traditionnelle, et puis, bon, mais si ceux qui se sentent très progressistes et proches de ce que fait Emmanuel Macron le retrouvent, ça paraît tout à fait logique et normal. La droite est fracturée, mais de manière assez floue. Elle est plutôt explosée par la bombe à fragmentation qu'a représenté l'arrivée d'Emmanuel Macron et de ce qu'il a voulu faire. Donc la droite est un peu fragmentée. Oui, je suis assez d'accord sur un constat. Je pense que, par contre, là où j'ai peut-être une analyse différente, c'est que je crois que la ligne de Laurent Wauquiez est potentiellement très populaire au sein des électeurs pour le poste de président LR, c'est-à-dire les adhérents, qui sont aujourd'hui très réduits, donc sont probablement les partis la plus convaincus. Mais je crois aussi qu'on a... Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la droite, si elle perd en 2017, c'est beau, ça ne date pas seulement des affaires Fillon, pas seulement de son programme, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de travail intellectuel ni programmatique à droite. Depuis 2007, il n'y a pas vraiment de candidat qui ait présenté une vision, qui ait présenté un projet qui dit ce qu'il voulait faire. Ils étaient d'abord ce qu'ils étaient au pouvoir, ensuite à partir de 2012 avec la conviction que de toute façon Hollande perdrait et le seul combat c'était de savoir qui serait candidat. Une élection imperdable, oui. Et ce qui est peut-être inquiétant pour la droite, c'est qu'ils sont en train de repartir exactement dans le même chemin. Parce qu'aujourd'hui on ne se demande pas quelle est la ligne, on se demande est-ce que ça va être Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez. Ils ont probablement chacun leur qualité, mais on n'a pas vraiment de débat intellectuel sur la ligne aujourd'hui. Oui, je crois qu'on assiste effectivement à un renouvellement. Le champ politique a complètement été écrasé, il se reconstitue. Voilà. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de voir, c'est que la Ve République a vécu contre la possibilité d'un gouvernement des centres. De Gaulle ne voulait pas des centristes. Il a construit le scrutin majoritaire pour empêcher le gouvernement des centres. Souvenez-vous le régime des partis. Mitterrand, quand il a pris le pouvoir au sein du Parti socialiste en 1971, a imposé aux socialistes de quitter
les alliances avec les centristes dans les municipales. Autrement dit, toute la Ve République a fonctionné sur la bipolarisation gauche-droite pour empêcher les centres de gouverner. Et là, la grande nouveauté, c'est pour ça qu'ils ne savent plus où aller, la grande nouveauté, c'est qu'il y a un gouvernement des centres, du centre-gauche et du centre-droit. Il y a eu une expérience dans le passé, c'est celle de Giscard, qui lui aussi a pris des hommes à gauche, François Giroud, Jean-Jacques Ferrand-Schreiber, qui lui aussi a pris des idées à gauche, l'avortement, le vote à 18 ans, le divorce par consentement mutuel. Seulement, il a oublié de faire quelque chose, Giscard. C'est de faire voter la représentation proportionnelle. Et par conséquent, la bipolarisation produite par le scrutin majoritaire a commencé à fonctionner, il a été pris en étau, il a fini à droite, avec le projet de loi Sécurité et Liberté. Donc on a aujourd'hui, sous la Ve République, pour la première fois, un gouvernement des centres, alors que la Ve République a été construite contre la possibilité d'un gouvernement des centres. S'il veut réussir, s'il veut que ce gouvernement des centres continue, il faut absolument qu'il fasse voter la représentation proportionnelle, pour mon côté intégral, mais bon, on peut voir les doses, parce qu'à ce moment-là, on verra bien effectivement les groupes se constituer et les alliances au Parlement, ce que Garfort appelait les majorités, d'idées se constituer sur des thèmes, des sujets ou sur la durée. Le gouvernement des centres qui fait ses réformes et par ces réformes qui piège quelque part la droite, Marc-Olivier Padis, parce que si on voit les premières réformes, la loi travail, que va dire le groupe Les Républicains? Mais aussi toutes les autres qui vont suivre pour le moment, toutes ces lois quand même à caractère, on va dire, libéral, peut-être libéral assumé, ça va encore plus fracturer sa droite. Certainement sur les aspects économiques, la droite sera assez embarrassée. Après, on verra comment les clivages vont se reconstituer. C'est trop tôt pour le dire. Et probablement au sein du groupe très large de La République En Marche, certains clivages vont apparaître aussi en fonction des thèmes qui vont s'imposer progressivement. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, la droite est dans une position de judoka. C'est-à-dire qu'elle essaye de s'appuyer sur la force de l'adversaire pour compenser ses faiblesses. Et donc, elle parle de ce groupe trop grand et inexpérimenté, parce qu'on ne cesse de dire La République En Marche, c'est des jeunes, c'est des gens de la société civile qui arrivent, etc. Donc, réplique de la droite, oui, mais ils sont inexpérimentés, ils ne connaissent pas les usages, ils passent en force à l'Assemblée nationale, ils vont faire des erreurs, et puis ils sont trop nombreux, et par conséquent, ils vont avoir des difficultés. N'empêche qu'eux sont peu nombreux, ils sont quand même divisés, aussi peu nombreux qu'ils soient, et les autres groupes, c'est pareil à gauche. Quelle est la solution? Alors, il faut reprendre les débats internes. Quelle solution, Hélène Piliszkowski? Il faut une droite forte sur un projet économique clair, plutôt libéral, et puis sur des thèmes sociaux et sociétaux conservateurs, entre guillemets. Il va y avoir un congrès qui va à l'automne, enfin d'ici la fin de l'année, il y aura un congrès des Républicains, et je pense que là, les choses vont se clarifier. D'ici là, ils vont essayer de les clarifier. Je pense que d'ici là, ils vont travailler sur des sujets, les principaux thèmes qui devraient les rassembler. Et dans un congrès, eh bien, on vote pour une ligne, et puis après, on vote pour celui qui a défendu cette ligne et qui deviendra le patron du parti. Qu'est-ce qui va en rester? Ce sera le chemin des prochaines années. Qu'est-ce qui va en rester? Je pense que ce qui est vraiment souhaitable, c'est qu'on ait, comme ça existe dans d'autres pays, un parti progressiste de droite et un parti progressiste de gauche, sauf qu'Emmanuel Macron, il a une partie qui est à gauche, mais c'est vraiment le progressiste du centre, parce qu'il y a énormément de mesures très libérales qui, effectivement, sont d'inspiration de droite. La droite n'a, je pense, pas d'autre solution pour revenir au pouvoir que d'être meilleure qu'Emmanuel Macron. Et donc ça veut dire qu'il faut... C'est difficile quand même dans les médias. Évidemment, mais elle a 5 ans, mais ça veut dire qu'il faut se renouveler sur les idées, sur les hommes. Elle peut se renouveler en commençant par regarder les faiblesses d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il y en a 2. La démocratie. Le rapport à la démocratie, on voit bien, parce qu'on en parle ce soir, que c'est un sujet qui commence à monter, et s'il s'installe progressivement, la conviction qu'un jour... Vous pensez que la droite est à l'aise sur ce thème-là? Non, non, je vous dis pas qu'elle est à l'aise sur ce thème-là. Je pose une question. Mais je pense qu'elle a là un axe à travailler, et le second, c'est tout ce qui est collectif, et notamment le rôle de l'État, le service public de la nation, sur lequel le président de la République ne dit strictement rien. Vaste projet, Dominique Rousseau, on aura l'occasion d'en reparler. C'est les principaux défis, selon vous, pour conclure la droite? Pour la droite, je pense que la droite et la gauche sont piégées actuellement, dans la mesure où le projet du président de la République réalise, je vais reprendre en même temps, un peu des projets essentiels de la droite et un peu des projets essentiels de la gauche, ce qui fait qu'il a dévitalisé
en quelque sorte, la gauche et la droite, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur les problèmes de société. Regardez, il veut faire voter une loi sur la PMA, alors que ça traîne depuis... Mais il a d'autres défis, autrement plus importants aussi. Ceux-là sont très importants, évidemment, mais il a tout de suite, à court terme, un budget et à totalement définir une équation très compliquée. On va en parler dans quelques instants. Merci à vous pour ce débat et ces analyses. La suite de votre émission, eh bien, le match des idées qui va opposer dans quelques instants Marc Landré du Figaro à Christophe Rameau des économistes atterrés sur le réquisitoire de la Cour des comptes. À tout de suite. Événement demain dans Territoire d'Info, Alain Juppé, maire de Bordeaux, sera l'invité de Public Sénat, Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Territoire d'Info en direct de Bordeaux, demain à 7h30 sur Public Sénat et Sud Radio. Depuis 2010, le projet Demos emmène des enfants défavorisés vers la musique classique en partenariat avec de grands orchestres dans toute la France. C'est un très très beau projet en fait pour nous, surtout pour moi. Ça m'apporte de la joie, mais ça m'apporte aussi confiance. J'ai confiance maintenant en moi et j'ai confiance aux autres personnes. La France qui réussit, demain à 13h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission. On va plus loin pour évoquer à présent le constat, l'alarme tirée par la Cour des comptes sur le budget 2017 et donc sur la suite, sur le dérapage des déficits. Alors cela induit tout de suite une équation très compliquée pour le nouveau gouvernement Philippe. Quelles conséquences et quels arbitrages qui peuvent nous concerner nous tous? Bien, pour en parler, nos invités ce soir, Marc Landré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef et responsable du service Économie France du Figaro. Nous accompagne également Christophe Rameau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés. Messieurs, je vous propose d'abord de nous arrêter sur ce qu'a dit vraiment la Cour des comptes, qui met vraiment les pieds dans le plat en parlant même d'insincérité. On reviendra sur ce terme, on voit tout cela avec Mounir Soussi. Didier Migaud tient dans ses mains un document très instructif, un audit des finances publiques commandé par Édouard Philippe. Après enquête, les sages de la rue Cambon dressent un constat sévère sur les perspectives budgétaires. La Cour observe un risque fort de voir la France sortir dès 2017 de la trajectoire dont elle s'est dotée. Pour ramener le déficit en dessous de 3 points de PIB en 2017, des mesures de redressement ambitieuses devront être mises en œuvre rapidement. La Cour des comptes impute ce manquement au président sortant, pointé du doigt par l'actuel Premier ministre. Nous héritons donc d'un dérapage de plus de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. C'est inacceptable. Le rapport évoque même l'insincérité et la sous-budgétisation dans les calculs du précédent gouvernement. Avec une prévision de déficit public à 3,2% du PIB, plusieurs promesses d'Emmanuel Macron sont menacées. Dans un communiqué, les anciens locataires de Bercy, Michel Sapin et Christian Eckert, ont nié tout artifice comptable, dénonçant une approche excessivement prudente de la Cour des comptes et mettant en avant le fait que le Conseil constitutionnel avait confirmé la sincérité du budget 2017. Voilà, on va aller sur le fond et les conséquences d'un tel rapport. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur le mot insincérité. Dans le langage courant, qu'est-ce que ça donne, Marc Landré, Christophe Rameau? C'est mensonge, tromperie? Malversation, oui. C'est grave. C'est grave, à ceci près qu'il n'y a qu'une entité juridique qui est capable de juger de l'insincérité d'un budget, d'un projet de loi de finances, d'une loi de finances. C'est le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, l'année dernière, donc le 30 décembre de mémoire, a dit que le budget 2017, tel qu'il avait été présenté par Michel Sapin et Christian Eckert au Parlement et qu'il avait été voté, était un budget sincère. Oui, un petit peu optimiste sur ses prévisions de croissance, un petit peu optimiste sur ses prévisions de recettes fiscales, mais que dans sa globalité, le Conseil constitutionnel n'avait rien trouvé à redire et donc ce budget était sincère. Maintenant, Édouard Philippe, Didier Migaud peuvent dire absolument ce qu'ils veulent, c'est tranché, c'est fait. Mais voilà. Rappelons juste, ça fera mot, que cet audit, c'est un usage normal. Il a été commandé par le gouvernement. On imagine qu'ils ne sont pas tombés de leur chaise en ayant ce rapport. On savait depuis quelque temps que ça allait avoir cette couleur-là. La Cour des comptes publie tous les ans, à ce moment-là, son fameux rapport sur l'état des finances publiques. Et le souci que nous avons en France, c'est que nous avons cette institution qui est maintenant devenue le temple du dogmatisme libéral et qui donc, chaque année, sur la base d'hypothèses, nous y reviendrons,
totalement libéral. Il faut savoir que le mot multiplicateur, en 250 pages de rapport de la Cour des comptes, sous réserve d'inventaire, n'apparaît pas une seule fois. Le FMI, qui n'est pas pourtant un temple de l'hétérodoxie, l'OCDE, depuis maintenant plusieurs années, disent on s'est trompé. Il faut changer de regard sur la dépense publique. La dépense publique n'est pas qu'un fardeau. La dépense publique a des effets d'entraînement massifs sur l'activité. Et donc, qu'est-ce que fait la Cour des comptes là ? En fait, elle cherche à forcer la main au gouvernement. Elle cherche, par ce rapport totalement alarmiste et totalement disproportionné dans les alarmes qu'elle lance, elle cherche à pousser ce gouvernement à adopter des mesures encore plus libérales que celles qui ont été adoptées ces dernières années, en sachant que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour la croissance, pour l'emploi, pour le chômage, c'est quand même le plus important. Mais cerise sur le gâteau, si je puis dire, ça ne marche pas non plus pour réduire les déficits publics. Pourquoi ? Quand vous réduisez la dépense publique à marche forcée, c'est ce que préconise la Cour des comptes. Ça réduit l'activité, c'est ce qu'on appelle le fameux effet multiplicateur. Et comme vous réduisez l'activité, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, les déficits publics, la dépense publique, vous les calculez en fonction du PIB, c'est-à-dire du dénominateur. Il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que quand vous réduisez le dénominateur, le ratio global, il augmente. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On contracte le PIB, ça contracte aussi les recettes. Et donc, ce que vous avez gagné d'un côté... Donc, il nous pousse dans le gouffre, quoi. Mais en fait, ça fait des années que la Cour des comptes dit « Je vous ai demandé de faire cette politique » et puis elle dit « Oh, mais la croissance n'est pas au rendez-vous ». Ça fait des années que cette politique est appliquée et ne marche pas. C'est le grand méchant loup libéral. Oui, c'est pas tout à fait le même débat. Là, je pense que on peut avoir un débat sur les effets du multiplicateur ou sur quelle politique économique il faut mener. Je pense que c'est pas le sujet ce soir. C'est ce que préconise la Cour des comptes, c'est le sujet. Non, la Cour des comptes, elle est là, elle a un job et un seul. C'est de regarder comment sont utilisés les deniers publics, est-ce qu'ils sont bien utilisés et est-ce que par rapport aux promesses qui ont été édictées par un exécutif, est-ce que ces promesses sont tenues ? C'est simplement ça. C'est simple. Non, elle fait aucune prévision. Non, elle fait aucune prévision. Elle regarde quelles avaient été les préconisations. Non, il y a des préconisations pour redresser la barre par rapport à des engagements qui ont été pris par un État. En l'occurrence, dans le programme de stabilité qui a été envoyé par le gouvernement français à Bruxelles en avril dernier, il y a une trajectoire de diminution des déficits qui n'est pas imposée par la Cour des comptes, qui est un choix souverain de l'État français, qui appartient à l'Europe, à l'Union européenne. Donc il y a une trajectoire de baisse des déficits qui est inscrite dans ce programme de stabilité et la Cour des comptes dit que pour le respecter, il faut donc faire tel ou tel niveau d'économie. Le rôle des sages, il est salutaire. Ce que Christophe Ramon nous dit l'inverse. Il pousse, d'ailleurs a-t-il besoin de pousser le gouvernement en tout cas, il pousse le gouvernement sur le chemin du libéralisme. La Cour des comptes n'a pas besoin de pousser qui que ce soit à faire plus de libéralisme ou moins de libéralisme. On voit bien que quelle que soit la couleur politique, même si en ce moment c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de savoir de quelle couleur politique est l'exécutif d'aujourd'hui, mais quelle que soit la couleur politique au pouvoir, c'est toujours la même réaction par rapport à un rapport de la Cour des comptes. Qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, on s'en prend plein la tête. Et donc on dit que on va nuancer un petit peu ce que dit la Cour des comptes parce que finalement ils ne sont pas très très objectifs. Et puis une fois qu'on se retrouve dans l'opposition, on change radicalement de discours parce que ça nous arrange. Donc il faut savoir raison garder. Et dernier point, je suis d'accord avec vous, c'est absolument pas une surprise ce que dit la Cour des comptes. La Commission des finances du Sénat, l'année dernière à l'automne, avait déjà pronostiqué que le déficit serait de 3,2% à la fin de 2017. Et même le Sénat avait dit... Comme ces prévisions économiques sont totalement insincères, ce budget est insincère, on ne va même pas l'examiner. Donc on a aujourd'hui de la part de la Cour des comptes ce que la Commission des finances et le Sénat avaient dit il y a plus de 6 mois. Et franchement, au Figaro, on a énormément écrit que ce que laisserait François Hollande à son successeur était un boulet. Et ça ne surprend personne qu'on soit dans que la situation économique soit... Après, je vous laisse débattre. Est-ce que ça surprend Emmanuel Macron qui a été quand même ministre sous ce quinquennat ? La réponse est dans la question. Non. Mais si je peux me permettre de rebondir, la Cour des comptes, elle fait des prévisions. Pour faire ces prévisions, elle s'appuie sur des hypothèses. Et elle fait aussi des préconisations. Et pour voir le résultat de ces préconisations, elle fait aussi des hypothèses. Les hypothèses retenues par la Cour des comptes sont totalement libérales. Totalement. Elle considère que... Qu'est-ce que vous appelez libéral ? C'est l'idée que baisser, c'est le libéralisme, vous savez, c'est l'idée que l'économie, ça doit être que le privé et que le public, c'est mal. Moi, je suis un économiste keynésien, je suis pour qu'il y ait du privé, mais il faut assumer le fait que dans nos sociétés, nous vivons dans des économies mixtes, où il y a du privé et il y a du public, et le public joue un rôle d'entraînement extrêmement massif. Alors, quel est le souci ? Quel est le souci ? La Cour des comptes, elle considère que quand on va baisser la dépense publique, ça va immédiatement
permettre de baisser les déficits. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, l'économie. Pourquoi? Ça n'a pas fonctionné vraiment ailleurs, parce que les autres ont l'air de respecter leur trajectoire budgétaire. Mais le scandale aujourd'hui en Europe, c'est pas la France, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a 1% d'excédent budgétaire. Alors vous allez me dire, c'est merveilleux. Mais c'est terrible. Il faut savoir d'abord qu'un déficit public, c'est pas mal en soi. Il y avait un économiste ultra-libéral du 19e siècle, M. Leroy-Beaulieu, qui disait que la bonne règle, la règle d'or, appelait-il, des finances publiques, c'était que le déficit public ne devait pas excéder l'investissement public. Parce que vous savez, quand on construit des commissariats, des écoles, des hôpitaux... C'est tout le monde le sait pour les services. Mais on n'a pas besoin... Mais au XXIe siècle, non mais laissez-moi finir. Quand on est assis autour d'une table entre Européens... On n'a pas besoin de financer ces commissariats, ces écoles, ces hôpitaux qui vont servir pendant des décennies dans l'année courante. C'est complètement stupide. On demanderait ça à une entreprise de financer dans l'année courante ces investissements. C'est totalement stupide. Donc la bonne règle, c'est que les déficits publics, selon Leroy-Beaulieu, ne devaient pas excéder l'investissement public. L'investissement public en France, c'est 3%. Alors, un autre point extrêmement... Je voudrais faire réagir et on va poursuivre avec cet autre point. C'est quand même deux conceptions là, très très différentes. Et apparemment... Puisqu'apparemment, le gouvernement va aller dans la direction opposée. Un point sur l'Allemagne, je n'ai pas terminé sur l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, elle tire sa croissance par les exportations. Ça veut dire quoi? Elle ne dépense pas assez. Pourquoi elle ne dépense pas assez? Austérité salariale, austérité budgétaire. Donc on a des excédents budgétaires qui expliquent pourquoi la zone euro, aujourd'hui prise comme un tout, à 3% d'excédent commercial, on fait pire que la Chine. Et l'Allemagne est la première puissance économique européenne et Mme Angela Merkel va être reconduite comme chancelière pour la 4e fois. Mais ce n'est pas un modèle exportable, monsieur. On ne va pas exporter sur Mars. En France, on n'a pas à être jaloux de l'Allemagne. Mais on ne peut pas exporter sur Mars. Le Français qui est au chômage, les 11% de Français qui sont au chômage, c'est sûr qu'ils doivent regarder avec une absence de jalousie totale ce qui se passe de l'autre côté du Rhin. Tout le monde ne peut pas est exportateur, on ne va pas exporter sur Mars. Le modèle allemand, il n'est pas exportable. Il fonctionne parce que l'Allemagne prend des activités et des emplois aux autres. C'est absolument pas possible. Même le FMI, le CDE, aujourd'hui, très bien exporte parce qu'elle a été capable de faire des réformes, notamment sa réforme du marché du travail, que la France n'a pas faite il y a 15 ans. Est-ce que vous me concédez le fait que tout le monde ne peut pas être exportateur dans ce monde? Au même titre que tout le monde ne peut pas, qu'on ne peut pas exporter le modèle français partout. Et heureusement, d'ailleurs, personne ne l'a exporté. Je reviens à la France et je reviens, pardonnez-moi, aux simples citoyens que nous sommes, parce que nous, on s'inquiète de quelque chose. On s'inquiète de la hausse des impôts. Alors le gouvernement, on va écouter Édouard Philippe, il assure qu'il n'y aura pas d'augmentation, mais faut-il le croire? On l'écoute. Notre dette publique a atteint un niveau record, 2147 milliards d'euros, soit plus de 70 000 euros par personne qui travaille. Au moment où je parle, elle augmente à chaque seconde. Mon gouvernement ne laissera pas les comptes dériver. Nous nous engageons à contenir le déficit à 3% dès cette année. Nous ne le ferons pas en augmentant les impôts. Nous le ferons par des mesures d'économie. Alors, les mesures d'économie, c'est large pour le moment. Pas d'augmentation des impôts, ça on va suivre ça de très près. Mais alors, quels arbitrages? Ça ne va pas être très très compliqué parce que si vous écoutez bien ce que dit le Premier ministre, il dit qu'il tiendra l'objectif de 3% de déficit en 2017. On est à 3,2. Ça veut dire que pour passer de 3,2 à 3, grosso modo, il faut faire 4 à 5 milliards d'économies. C'est pas énorme, sachant que le gouvernement précédent en a gelé 12 milliards. Donc ça veut dire que sur les 12 milliards qui ont été mis de côté en début d'année, ce sont des crédits des ministères, des crédits de l'État, qui ont été mis de côté pour ne pas être utilisés et pour servir au cas où de soupape de sécurité en fin d'année. Donc on va supprimer 4 de ces 12 milliards de crédits gelés. Donc c'est relativement simple à faire. Alors c'est 4 milliards sur 380 milliards de dépenses en France. Donc c'est 1%. N'importe quelle entreprise est capable de le faire, n'importe quel ménage est capable de geler, de supprimer 1% de ses dépenses pour corriger le tir. Voilà, donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Édouard Philippe l'a dit ce soir lors de son micro-point presse. Oui. Gérald Darmanin... Avant lui, plein de gouvernements, beaucoup l'ont dit. Oui. Non, mais là, enfin, je ne veux pas m'engager trop, mais je pense que l'engagement va être tenu au moins pour 2017. On en reparlera après, ça ne veut pas dire que certaines promesses de baisse fiscale qui ont été faites pour les années suivantes seront maintenues au même rythme que ce qu'elles avaient été prévues. Mais c'est un autre débat. Ça, on va en parler, parce qu'entre les promesses d'Emmanuel Macron et le passif laissé par le précédent gouvernement, quand même la facture s'alourdit à d'ailleurs plus de 11-15 milliards. C'est 17 milliards sur 2018, mais le point d'arrivée n'est pas le même. On sait déjà que Emmanuel Macron ne respectera pas le programme de stabilité qui a été envoyé à Bruxelles par François Hollande au printemps dernier. Je veux voir sourire à l'évocation de cette trajectoire, Christophe Rameau. Cette trajectoire, si vous voulez, on a 6 500 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi.
On a d'immenses besoins sociaux insatisfaits. On devrait, à l'aune de ce nouveau quinquennat, avoir un fantastique projet de mobilisation pour créer des emplois, pour satisfaire des besoins. Et ça suppose quoi ? Ça suppose de rompre avec l'austérité. Parce que depuis maintenant des années, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est vraiment l'austérité en France ? Mais bien sûr, l'évolution... Quelle est la définition de l'austérité ? Excusez-moi, en grec. Excusez-moi, oui, alors parlons de la Grèce. Les Grecs, vous savez, ils ont fait une cure d'austérité brutale. Ils ont fait baisser la dépense publique de l'ordre de 20 points en volume. Résultat des courses, laissez-moi finir. Les résultats des courses, le PIB, cher monsieur, s'est effondré de 27%. Et donc, le déficit public, il s'est réduit. Mais vous voyez ce que je veux dire, la situation de la Grèce. Eux, ils ont fait une vraie cure d'austérité. C'est ça que vous nous proposez comme trajectoire de redressement ? Ça n'a pas de sens. Et même pas l'exécutif d'aujourd'hui. Les États-Unis aujourd'hui, n'ont pas hésité. Nous ne sommes pas quand même dans la situation de la Grèce. Les États-Unis. Je me permets de poser des questions, c'est mon rôle. Nous ne sommes pas dans la situation de la Grèce. Mais ceux qui nous préconisent des cures d'austérité libérales brutales, c'est cette trajectoire. Prenons un contre-exemple. Je suis un économiste keynésien, je prends l'exemple sur les États-Unis. Les États-Unis, qui sont pas bêtes, ils ont poussé leur déficit public jusqu'à 13% de leur PIB, loin de la règle stupide des 3%. En 2009, pour relancer la machine, ça marchait. Le Royaume-Uni, jusqu'à 11% du PIB. Donc on voit bien... Je termine sur un point, excusez-moi. J'interviens. Est-ce que c'est un totem, cette règle des 3%? C'est vrai, on peut poser quand même la question. Est-ce que c'est un totem qu'on ne peut pas toucher? Vous savez comment elle a été établie, cette règle de 3%? Elle a été établie sur un coin de table, François Mitterrand qui avait appelé 2 inspecteurs des finances en disant il me faut quelque chose pour calmer un petit peu mes députés qui veulent dépenser sans compter. Donc trouvez-moi. Et donc une règle de 3 avait été faite, il était tombé sur 3% de déficit. Après, c'est une règle qui a été reprise dans les fameux critères de Maastricht et qui maintenant est appliquée. Alors, on peut dire que la France mériterait d'avoir un déficit plus élevé. Il se trouve que aujourd'hui, dans la zone euro, il n'y a que 2 pays qui ont plus de 3% de déficit, dont la France. Voilà. Et l'année prochaine, on risque d'être le seul pays en Europe. Alors, on peut avoir raison contre tout le monde. C'est vrai qu'au cours de l'histoire, on l'a souvent été. On a souvent eu raison par rapport aux autres. C'est un peu le problème d'avoir tort. Vous trouvez que l'Europe, globalement, va bien? Vous savez que... Par rapport à 2008, pays mieux que la France. Non, mais par rapport à 2008, la zone euro prise globalement, elle vient à peine de retrouver son niveau de PIB de 2008. Ça veut dire que c'est une décennie perdue qu'on vient de connaître. À cause, il y a eu une crise entre deux quand même. Oui, une crise du libéralisme, monsieur. Il y a eu une crise financière mondiale. Oui, la crise de 2008 n'est pas liée. Oui, vous savez que la crise de 2008 n'a pas été liée à un excès de dépenses publiques. Elle est venue d'ailleurs. Vous en convenez. Ça ne change rien. C'est parfait. Donc, la zone euro n'a à peine retrouvé, elle n'a pas retrouvé par habitant. Les États-Unis sont à 10 points au-dessus. Alors que c'était l'épicentre de la crise. Un point important. Attendez, par rapport, juste, je voudrais terminer parce que je veux qu'on s'en tienne un petit peu à vraiment ce qui nous intéresse. Donc, une fois qu'on a posé ce constat, vous n'êtes absolument pas d'accord, vous n'avez pas du tout la même vision, mais maintenant, le gouvernement va quand même agir. Et est-ce qu'il peut, non pas utiliser, non pas profiter de cette situation, mais se dire, regardez, c'est peut-être ce qui va être dit par le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Regardez, eh bien, il faut accélérer les réformes, il faut faire cette réforme du travail, il faut. Est-ce que ça va lui permettre de décliner en fait ses projets, ses réformes? Je pense qu'on est dans une phase politique très intéressante et l'exécutif risque de faire le contraire de ce qu'avait fait François Hollande il y a 5 ans. François Hollande se reprochait à lui-même de ne pas avoir suffisamment chargé la barque de l'héritage Sarkozy pour pouvoir se libérer les mains de ce qu'il avait véritablement envie de faire. Et je pense que la leçon a été retenue par Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui n'ont pas attendu plus de 5 semaines pour véritablement mettre des sacs de plomb au pied de François Hollande pour lui reprocher tous les maux de la terre. On l'a dit tout à l'heure, c'est une surprise pour personne, donc ce n'est pas une surprise pour Emmanuel Macron et encore moins pour Édouard Philippe, qui dit aujourd'hui ce qu'il préconisait ou ce qu'il disait déjà il y a 6 mois. Alors après, est-ce que ça va modifier la trajectoire des réformes ? Je pense que ça va modifier la trajectoire des réformes fiscales de baisse des impôts qui étaient programmées. Parce que ça fait des recettes en moins et on aura moins la capacité d'absorber ce déficit de recettes l'année prochaine parce la marge on part de plus haut et que le déficit va être plus élevé. Maintenant, je ne pense pas qu'il y aura d'augmentation d'impôts parce que si c'est ça, on a Marine Le Pen en 2022, et je ne suis pas certain que c'est la volonté du président de la République. Christophe Rameau, qui porte votre vision aujourd'hui, votre discours politiquement, je parle aujourd'hui? C'est un discours qu'on avait beaucoup entendu il y a quelque temps. Qui le porte aujourd'hui? Qui l'incarne?
Tous ceux qui ne sont pas libéraux dans ce pays. Mais qui politiquement Non, mais ça, c'est bon. Oui, mais je reviens sur un point important. Non, mais répondez-moi, s'il vous plaît. Mais je ne suis pas là pour faire la promotion. Mais vous étiez parti du parti de gauche auparavant. Est-ce que selon vous... Je vous assure, sincèrement, voilà. Oui, Non, mais restons-en sur le fond. Il y a un point sur la déclaration. Mais pardonnez-moi, c'est le fond. Est-ce que selon vous, Jean-Luc Mélenchon porte cette ligne? Mais il n'y a pas que lui. Il y a Jean-Luc Mélenchon, puis il y en a, j'espère, beaucoup d'autres, et je l'espère, voilà. Il y a un point sur la déclaration d'Édouard Philippe, pour revenir sur le fond, si vous le permettez. Il déclare que la dette publique, ça représente 70 000 € par personne qui travaille. Ce genre de chiffre, ou alors 30 000 € par habitant, on entend souvent ce chiffre, est totalement stupide. Il faut savoir que ce qu'on lègue à nos enfants, c'est pas qu'une dette publique. D'abord, qui dit dette publique, dit créance. Il y a plein de gens qui ont des obligations dans leur portefeuille financier. Mais c'est surtout qu'on lègue aussi des actifs publics. Et quand on fait la somme des deux, eh bien, les actifs sont supérieurs aux passifs, c'est-à-dire aux dettes. Et donc, chaque enfant qui naît, on peut continuer à faire des enfants dans ce pays. Chaque enfant qui naît a dans son couffin, non pas 30 000 € ou 20 000 € de dette, il a de l'ordre de 5 000 € d'actifs nets. D'accord? Donc, ce discours, et par ailleurs, la dette. Le poids de la dette, c'est pas... Ne faites pas tout un cours d'économie. Mais c'est pas une question d'économie, c'est aller au fond des arguments. Vous avez raison. Le poids de la dette aujourd'hui, c'est 2% du PIB. Mais parfois, j'ai des questions de fond. Quelle est l'image de la France aujourd'hui par rapport à nos partenaires européens? C'est un argument qui a été utilisé par l'exécutif de dire attention, si on ne respecte pas cela, eh bien notre voix va être décrédibilisée, affaiblie. On a une image de cancre, qui n'a jamais été capable de respecter ses engagements. Je veux dire, on a passé un contrat avec l'Europe, avec les autres pays européens, et on a été incapable de les tenir ces dernières années. Sous le quinquennat Hollande, on a reporté 2 fois l'objectif de revenir à 3% du PIB. Alors on peut dire effectivement, et je l'entends, c'est honnête, on a le droit de le penser, même quand on a tort, que le 3% est un critère stupide. Il se trouve qu'on l'a signé. Il se trouve que les Français l'ont validé à chaque élection présidentielle en élisant des présidents de la République qui étaient, 1, européens, et 2, qui souscrivaient au traité qui avait été signé par leurs prédécesseurs. Ils peuvent être stupides, c'est la règle, c'est comme ça. Donc il se trouve que... Mais vous savez que... on appelle ça la démocratie. Mais non, c'est pas du tout la démocratie. Mais vous savez, la démocratie, c'est quand on élit une nouvelle représentation parlementaire, elle a la possibilité de dire à ce partenaire européen, eh bien, on va remettre les choses à plat. C'est quand même le b.a.-ba. Là, vous êtes en train de me dire que la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, ça n'existe pas parce qu'on a signé il y a quelques années une règle totalement stupide qui d'ailleurs n'a pas été respectée par la plupart des pays européens à l'occasion de la crise du libéralisme de 2008. C'est totalement stupide ce genre de raisonnement. Vous avez raison. Il faut s'attaquer... des gens qui respectent les engagements précédents. Mais il faut s'attaquer, monsieur, quand des engagements s'avèrent stupides, il faut avoir le courage élémentaire de les remettre en cause. Ces engagements sont stupides. Eh bien, je suis en train de vous dire... À part des partis minoritaires qui n'ont pas le pouvoir et qui ne le veulent pas. Je suis en train de vous expliquer que ce qu'on a fait ces dernières années en France, parce qu'il n'y a pas que ces 4 dernières années. Depuis 2011, la France dit « Oui, dans 2 ans, nous serons à 3%. » Et puis, on fait des cures d'austérité pour y arriver. Et résultat des courses, le mécanisme dont j'ai rendu compte tout à l'heure se met en branle, c'est-à-dire on a une croissance piteuse. Et quand on a une croissance piteuse, on ne peut pas réduire les déficits. Ou si on le fait, c'est au prix d'un drame social, c'est la Grèce. C'est la trajectoire grecque. Mais si on va regarder un petit peu les unes des couture. Au hasard, les Échos, le Figaro, je n'ai pas l'humanité, peut-être qu'ils auraient titré sur autre chose. J'espère bien. On va découvrir les Échos. Voici, compte de l'État, le grand dérapage, la Cour des comptes qui chiffre à 8 milliards d'euros les risques sur le déficit public 2017. Le Figaro, budget, Macron rattrapé par les mensonges de Hollande. On verra là, je parle vraiment sur l'aspect politique. On suppose qu'il y aura quand même une réaction de Michel Sapin ou de l'un des ministres quand même. Et ils ont réagi. Mais ils ont déjà réagi. Ils ont fait un communiqué qui était déjà prêt d'ailleurs avant la publication du rapport, ce qui prouve que ce que dit la Cour des comptes aujourd'hui ne les a pas vraiment surpris. Mais on l'a dit tout à l'heure à la surprise de personne. Ce qu'a rapporté Stéphane Le Foll aussi, c'est-à-dire que tout cela est... Non, et puis simplement, il y a une phrase qui est très drôle dans le communiqué de Descartes et Sapin qui dit que il rappelle que le Conseil constitutionnel au mois de décembre dernier, a jugé les comptes sincères et que sa décision s'applique à tous les organismes publics. Sous-entendu, Didier Migaud, tu es à la tête d'une institution financière publique, donc tu dois te taire et tu dois respecter la parole de la plus haute juridiction. Mais vous me confirmez qu'il n'y a pas de délit de faux bilan? Non. Non, c'est une question. Non. Quand on parle d'insincérité, vous savez que quand un simple citoyen dans une entreprise fait cela, il est sanctionné. Donc je pose la question. Il est sanctionné, c'est pas pour autant qu'il va en prison. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas sincère qu'il finit en prison. Là, pas de sanction. Non, il n'y aura pas de sanction parce que le seul qui est capable de prendre une sanction, c'est le Conseil constitutionnel. Et sur le budget de 2017, il a dit l'année dernière qu'il était sincère. Après, ce sont des mots, ce sont des utilisations politiques de mots juridique. Et franchement, vous allez voir que la gauche ou l'opposition dira dans quelques semaines que le budget 2018 est insincère parce qu'il repose sur des prévisions qui sont complètement infondées. Vous espérez qu'on lâche ce totem 3%
qu'on comprenne l'effet positif qui existe vraiment de la dépense publique. La dépense publique, c'est quoi? Parce que c'est abstrait pour les gens, mais c'est 57% du PIB. Mais en fait, il y a deux grands volets. Il y a ce qui sert à payer les services publics, c'est à peu près 380 milliards. Et le gros morceau, ce sont des prestations et transferts. C'est-à-dire, c'est des sommes qui sont prélevées, mais qui sont immédiatement reversées aux ménages, aux entreprises. Le CICE, ça a augmenté, la dépense publique, ça a augmenté, les déficits, le pacte de responsabilité, les 40 milliards qui n'ont pas servi à grand-chose en matière d'emploi. Donc en fait, l'essentiel des prestations et transferts, ça va aux ménages. Et qu'est-ce que font les ménages avec, par exemple, les... Consomment ? Bien entendu, qu'est-ce que font les retraités avec leur pension de retraite? Ils consomment. Qu'est-ce qu'on fait quand on va voir un médecin et qu'on est remboursé par la Sécu? On consomme auprès d'une profession libérale. Donc c'est comme ça qu'on comprend que la dépense publique, c'est pas un trou sans fond. En fait, on peut calculer que la dépense publique, il faut savoir que la consommation en France, c'est à peu près 80% des débouchés, l'investissement, c'est 20%. Eh bien, sur la consommation, il y en a à peu près la moitié qui est directement soutenue, c'est la consommation de services publics, ou indirectement par la dépense publique. Donc, si vous la comprimez, vous baissez le PIB, vous baissez la croissance, vous baissez l'emploi, vous augmentez le chômage. Là, vous rejoignez sur oui, ce à ceci près que la définition que vous faisiez tout à l'heure du libéralisme elle est très théorique. Parce que le libéral que je suis est pour de la redistribution, et une part de keynésianisme en lui. Et je ne dis pas, oui, mais je ne dis pas que la dépense publique est mauvaise, et je ne dis pas qu'il faut tout laisser au privé. Un équilibre à trouver en tous les cas. Mais il y a toujours un équilibre à trouver. Je vous ai dit, on vit dans des économies mixtes, mais il faut assumer. Ce qu'on n'assume pas aujourd'hui, ce que la Cour des comptes, dans ses raisonnements, n'assume absolument pas. Je vous dis, c'est vraiment le temple du dogmatisme libéral en France, mais et un peu partout dans le monde, là, maintenant, avec la Cour des comptes. Mais donc, il faut assumer le fait qu'on a une part de l'économie qui est privée, d'ailleurs qui peut être, sur lequel on pourrait s'interroger sur le fonctionnement, et une part qui est publique. Une part qui est publique. Oui, si vous voulez, les dérives de dépenses de certains hauts cadres, vous voyez ce que je veux dire. Merci pour ce débat argumenté. Merci Christophe Rameau et Marc Landré. La suite de votre émission à suivre, c'est le grand entretien. Notre invitée est spécialiste du Moyen-Orient et du monde arabe. Nous allons parler avec elle notamment de ce qui se passe en ce moment sur ce terrain moyen-oriental, à savoir la bataille de Mossoul. C'est Myriam Benrad, mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Le Parlement s'apprête à prolonger l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre. Dans ce contexte, le Sénat a réintroduit l'interdiction de séjour. Une mesure récemment censurée par le Conseil constitutionnel car elle permet de limiter les déplacements d'une personne sur un territoire donné. Le gouvernement a tout de même souhaité reprendre cette disposition en tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel. Il ne s'agit pas du tout de rétablir ce qui a été annulé. Il s'agit de mettre dans la loi les conditions posées par le Conseil constitutionnel. Pour les opposants, l'interdiction de séjour a fait l'objet de détournements. Sur les 618 mesures décidées, 438 l'ont été dans le cadre de la mobilisation contre la loi travail, donc hors terrorisme. À l'Assemblée nationale... L'Assemblée nationale examinera le projet de loi d'habilitation sur le Code du travail dès le 10 juillet. La décision a été prise par la première conférence des présidents de l'Assemblée. Le gouvernement souhaite aller vite et adopter la loi d'habilitation dans l'été, avant les ordonnances prévues en septembre. Les syndicats devraient avoir la primeur du texte. Au Sénat. Le groupe écologiste du Sénat disparaît après la décision du sénateur André Gattolin de rejoindre La République En Marche. Or, il faut au minimum 10 membres pour composer un groupe politique à la Haute Assemblée. Tombés à 9, les sénateurs écologistes auront le choix, siéger dans un autre groupe ou intégrer la liste des non-inscrits. Économie. Avant, pour combler les trous, on augmentait les impôts. On disait il y a un héritage, on ne peut pas faire ce qu'on a dit, et on augmente les impôts. Le président de la République, le Premier ministre, m'ont demandé de travailler à des propositions sans augmentation d'impôts. Il n'y aura pas de collectif budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et les préconisations de la Cour des comptes, Bien alors sûr. Qu'en pensez-vous? Le gel du point d'indice des fonctionnaires, ça pourrait être une option? Tout à fait. Ce soir, je peux vous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice pour les agents de la fonction publique. Il reste gelé. Voilà, et je pense qu'il faut prendre des mesures d'économie fortes pour expliquer aux Français que ces mesures d'économie, chacun peut le comprendre, ça évitera des augmentations d'impôts. Entreprise. On n'y croyait plus, une offre de reprise pour l'équipementier GMS a été déposée au tribunal de commerce de Poitiers.
L'offre réalisée par l'emboutisseur stéphanois GMD ne porte que sur 120 des 277 salariés. Elle intervient à quelques heures du verdict du tribunal qui menaçait de placer l'entreprise en liquidation judiciaire. Malgré l'annonce, les salariés continuent d'occuper l'usine et attendent la décision de justice demain matin. International. La BNP est poursuivie pour complicité de génocide, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La banque est soupçonnée d'avoir financé des achats d'armes au profit du gouvernement Hutu en juin 1994 pendant le génocide au Rwanda. Des faits documentés dans différents rapports ainsi que lors des audiences du tribunal pénal international pour le Rwanda. Cette plainte intervient quelques jours après les révélations qui pointent la responsabilité de l'Élysée dans le réarmement des forces génocidaires. Emmanuel Macron. Il est inutile d'isoler l'État. Les États-Unis, le président Trump s'est exprimé clairement. Je crois que nous l'avons les uns et les autres rappelé immédiatement. Nous ne partageons pas sa vision des choses sur ce sujet. Néanmoins, il est toujours préférable de faire des déclarations communes et de laisser l'opportunité à un pays autour de la table de s'inscrire dans le moyen terme. Mon invité ce soir est spécialiste du Moyen-Orient, maître de conférence à l'université de Limerick en Irlande. Elle est également chercheure. Son dernier ouvrage en date s'intitule « L'État islamique pris au mot » aux éditions Armand Collin. C'est un ouvrage qui décortique vraiment la mécanique de la propagande de l'État islamique. Bonsoir et bienvenue Myriam Benrad. Bonsoir. On va parler en détail de votre ouvrage. D'abord l'actualité en cours en ce moment. C'est une bataille stratégique et à la fois symbolique. C'est l'assaut sur Mossoul par la coalition et les forces irakiennes au sol. Cette bataille signe un recul, évidemment, de l'État islamique, mais c'est une bataille âpre. Ce soir, les forces irakiennes ont même annoncé la fin de l'État islamique. Le temps est compté, mais la fin, dès ce soir ? Bon, en réalité, ils annoncent la fin du groupe depuis le lancement des opérations en octobre 2016. D'ailleurs, le gouvernement d'Abadi, du Premier ministre Haïdar al-Abadi, avait déclaré en octobre que c'était une question de quelques semaines. On est aujourd'hui fin juin 2017. On a plus de 8 mois d'une bataille très sanglante. Et en réalité, non, ce n'est pas la fin de l'État islamique. C'est vrai que le fief de Mossoul est perdu, ce qui est quand même symbolique parce que c'est à partir de Mossoul qu'ils ont lancé cette conquête sur des territoires conséquents en Irak, à l'époque un tiers du territoire irakien. Cela étant, ils se redéploient déjà dans d'autres parties du pays. On sait très bien qu'ils multiplient les attentats partout en représailles justement à ces opérations qui leur ont infligé de lourds revers à Mossoul. Ils ont déjà repris pied dans leurs bastions historiques, notamment dans la province de l'ouest d'Al-Anbar, dans des villes comme Ramadi, Fallujah, qui étaient tombées en réalité avant Mossoul et où ils sont déjà de retour. Et puis surtout, en parlant de Mossoul, ils n'ont pas quitté Mossoul. Certains sont passés dans la clandestinité. D'ailleurs, les habitants disent qu'ils ont peur de parler, de s'exprimer, de reprendre le cours de leur vie, parce qu'ils savent que certains membres, certains sympathisants du groupe sont toujours terrés dans la ville. On va parler des civils, c'est une question très importante, parce que les combats, en fait, ils se font rue par rue, maison par maison. Il y a d'un côté des forces dites régulières, et de l'autre côté des djihadistes qui sont jusqu'au boutistes. Ce sont des djihadistes qui sont prêts. En tous les cas, ceux qui restent, ce sont les plus aguerris qui sont prêts à mourir. Oui, ce sont les troupes d'élite, alors principalement des Irakiens, mais aussi des Tchétchènes, des Turkmènes. On a un certain nombre de combattants étrangers, mais c'est essentiellement tout de même des Irakiens, dont certains, effectivement, ont fait leurs armes depuis la période d'occupation américaine dans le pays, qui ont combattu dans des batailles. J'ai mentionné Fallujah. Il y en a certains dont on sait qu'ils viennent de ces grosses batailles qui ont été livrées à l'époque contre les Américains. La plus jeune génération, parce que c'est quand même aussi un groupe très jeune, elle aussi maintenant a fait ses armes. Ça fait quand même 3 ans qu'en parallèle de la construction de ce proto-État djihadiste, ils continuent jour et nuit de livrer le djihad contre leurs adversaires, en Irak contre les forces irakiennes, contre les Peshmerga, contre un certain nombre d'acteurs chiites, dont les milices, qui sont aussi au premier plan de cette bataille. Mais c'est difficile de les distinguer finalement de la population, parce qu'ils vivent avec cette population. Ils ont un tissu urbain qui est très dense. Alors, pardon, c'est un tissu urbain dense. Ils ont fui avec cette population, et ça, ils l'ont fait dès les années 2000. Là, ils se cachent parfois dans les maisons. Ils se confondent en fait avec ces civils. Certains aussi revêtent l'habit militaire irakien
pour tendre des embuscades ou pour arrêter un certain nombre d'adversaires à des checkpoints en se faisant passer par exemple par des soldats. Ça, c'est des techniques qu'on leur connaît sur d'autres terrains aussi. Donc c'est bien pour ça que... Ça montre qu'ils savaient évidemment que cette bataille allait se faire, qu'ils ont construit les tunnels, dit-on, en dessous pour se retrancher. Oui, ils le savent depuis 2014. Oui, donc elle est préparée. Ils le savent depuis 2014, tout comme ils savent depuis l'engagement américain, le réengagement en août 2014 qui faisait suite à l'assassinat de deux journalistes, James Foley et Steven Sotloff. Ils savent très bien depuis cette période qu'il y a une intensification à l'œuvre, qui va d'ailleurs se poursuivre. C'est bien pour cela qu'ils se redéploient, c'est bien pour ça qu'effectivement, comme vous le disiez, ils ont préparé le terrain. Et que, je dirais dans l'absolu, il ne faut pas oublier que c'est quand même aussi une guérilla, ce mouvement. C'est une guérilla qui combat des armées conventionnelles, à commencer par cette armée irakienne qui s'est partiellement reformée, qui a réussi à reprendre la main, mais qui tout de même enregistre encore des pertes importantes. Elle pose des questions, ces forces irakiennes. Vous avez dit les forces irakiennes, il y a les Peshmerga, il y a aussi des unités chiites. Est-ce qu'on est aussi dans des logiques de conquête de territoire? Presque qui va planter le drapeau le premier? Oui, c'est des conquêtes de territoire, des conquêtes brutales. D'ailleurs, les drapeaux, ils sont plantés immédiatement lorsqu'un quartier ou une zone est reprise. Et par ailleurs, ça pose aussi la question de l'après, parce que cette brutalité de la conquête, ces intérêts qui sont bien entendu de part et d'autre, d'un groupe à l'autre qui s'est mobilisé contre l'État islamique, pose la question de quel après État islamique, justement. Quelle gouvernance, quelle reconstruction. Et là, on n'est absolument pas d'accord. On a au contraire, comme vous le disiez, des logiques très brutales qui laissent penser qu'on va vers en fait une énième guerre après la mise en échec, même partielle, de l'État islamique. C'est le grand défi, ce n'est pas la fin du tout de l'idéologie djihadiste, c'est ce que vous racontez, vous expliquez très bien dans ce livre, l'État islamique pris au mot. Alors vous décortiquez vraiment ce système qu'ils ont mis en place et qui réside dans une propagande, dites-vous, multilingue, multi-support et en libre service. C'est une force, c'est quelque chose qui a été vraiment très réfléchi. Oui, alors ça, c'est l'autre aspect, à mon avis, du combat, parce qu'on ne peut pas s'engager éternellement, de toute façon, sur la militarisation de cette lutte. On y est, on est dans un moment militaire extrêmement intensif, mais on sait très bien qu'une partie, par exemple, de la jeunesse irakienne, ou une partie de nos jeunes en France ou ailleurs, a été happée par une idée aussi, une vision du monde. Alors, si on prend le cas des jeunes Irakiens, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'endoctrinement de jeunes Français, par exemple, mais si on prend le cas des Irakiens, la jeune génération aujourd'hui qui combat dans les rangs de l'État islamique, elle est certes sunnite, mais elle s'est fait happer par un système de pensée, par une avant-garde djihadiste qui a vendu le projet djihadiste comme étant finalement la meilleure alternative politique. Donc comment sortir cette jeunesse en Irak ou dans d'autres pays de ce système de pensée ? Quels moyens mettre en œuvre? Et là, on voit bien que les seules mesures sécuritaires, si vous voulez, et les seules mesures militaires ne suffisent pas. Je pense que ça passe aussi par le dialogue, par la rééducation, par... alors, le contre-discours, c'est toujours un peu compliqué, mais enfin, essayer de discréditer... Vous savez comment il est appelé ici, la déradicalisation. Plein de rapports montrent l'échec patent de ce système et de ceux qui le préconisent. Oui, mais je pense que le problème de la déradicalisation, qu'elle soit appliquée d'ailleurs en France ou ailleurs, parce qu'en réalité plusieurs pays l'appliquent déjà, c'est la méthode en fait. Parce que je crois que la méthode, ce n'est pas d'essayer de contrer cette vision djihadiste, cette idéologie par une contre-idéologie, ce qui est finalement un peu l'idée d'un certain nombre de programmes. C'est au contraire de discréditer le fond même de cette idéologie, ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, c'est-à-dire de discréditer ou du moins de réfuter et de le faire sérieusement, ce que les djihadistes avancent. Parce qu'on voit bien que c'est une vision du monde qui est caricaturale, qui s'appuie sur des arguments par ailleurs religieux, théologiques, qui n'en sont pas réellement quand on voit la manière dont ils détournent les références religieuses, la manière dont ils politisent un certain nombre aussi de catégories tirées de l'islam qui, par ailleurs, en fait, sont beaucoup plus indéterminées, etc. Bon, là, sur la question de la déradicalisation, je crois que c'est la méthode. C'est pas vraiment l'objectif, parce que bien sûr que c'est un objectif. Il faut sortir ces gens d'une idéologie. L'idée, si vous voulez, n'est pas de les neutraliser tous, évidemment. Mais justement, quand vous mettez à nu leur discours et l'idéologie de leur groupe, il y a des mots qui reviennent souvent. L'idée du faux musulman. Ça, c'est presque l'un des fils conducteurs de leur discours. C'est de discréditer le musulman qui ne fait pas partie évidemment qui ne répond pas à leur idéologie. Oui, écoutez, du point de vue de la communauté des croyants, il y a de toute façon une surdétermination de l'identité religieuse chez ces gens, et puis par ailleurs aussi une volonté de domination.
sur l'ensemble du monde musulman. Ça, il faut arrêter de dire que ce n'est qu'une option parmi d'autres. Ils ont une volonté de domination. Donc la meilleure manière de neutraliser leurs opposants intellectuels, politiques, des opposants qu'on retrouve chez les artistes aussi évidemment, et ça ne date pas de l'Irak, ça ne date pas de l'État islamique, ça remonte à mon avis, en tout cas dans le monde arabe, à l'Algérie évidemment des années 90, ils se sont attaqués à l'ensemble des personnes qui finalement leur portaient réfutation. Si on ne fait pas ça, encore une fois, si on ne s'intéresse pas à ce langage et si on ne réfute pas cette prétention qu'ils ont effectivement à être les seuls véritables musulmans, ce qui consiste finalement à excommunier les autres, à les rendre apostats, à les rendre mécréants, ça ils sont évidemment très forts pour le faire, mais encore une fois ça repose sur une interprétation qui à mon avis est dévoyée. Il faut travailler là-dessus. Et il faut d'ailleurs aussi le faire, évidemment, avec des personnes qui ont la légitimité, c'est-à-dire... C'est ce que j'allais vous dire. Tout le problème est là. Parce que qui va entreprendre tout ce travail de déconstruction de l'idéologie? En tout cas, vous le faites dans ce livre. Donc, à la fois déconstruction de cette idéologie et à la fois ce qui se passe sur le terrain. J'y reviens. Myriam Benra, est-ce qu'il y a un risque que un jour, peut-être qu'on y arrivera, en tous les cas, d'un point de vue géographique, la fin de l'organisation terroriste État islamique, et après, est-ce qu'il n'y a pas une logique d'affrontement qui va reprendre sur un champ de ruines? Quand on voit l'Irak aujourd'hui, vous avez consacré un livre à l'Irak après l'intervention américaine. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble, ce pays, ce grand pays, ce qu'il était? À quoi il ressemble? Écoutez, l'Irak est dévasté, de toute façon, il est dévasté. Maintenant, ça ne veut pas dire les tensions communautaires qui ont été tracées, qui se sont exacerbées pendant la période d'occupation et qui, aujourd'hui, effectivement, marquent en profondeur la société irakienne. Ça n'était pas, en revanche, une fatalité à l'expansion du djihadisme global. Ce djihadisme global, qui était tenu par certaines figures en Irak, à commencer par le Jordanien Zarqawi et un certain nombre d'anciens lieutenants, c'est en fait, je veux dire, à exploiter la faille des tensions communautaires, les a exacerbées puisqu'évidemment l'État islamique et la branche d'Al-Qaïda avant lui s'est lancé dans cette tentative de guerre civile à l'échelle de l'Irak qui aujourd'hui a pris corps, on le voit, avec des attentats qui visaient dès le début des années 2000 la communauté chiite, ce à quoi on fait suite des représailles assez naturellement. Mais attention, je crois qu'il faut distinguer le paysage irakien de la question djihadiste. Parce que en Irak, à mon avis, tout n'est pas perdu au niveau des potentialités de reconstruction d'une communauté nationale. Mais ça va prendre du temps. Et est-ce que la coalition, elle a vraiment un plan face à cette mosaïque? Non, elle n'a pas de plan. Est-ce qu'elle n'a jamais eu un plan d'ailleurs? Elle n'a pas de plan, mais j'ai envie de vous dire, la coalition, c'est un acteur. Ceux qui n'ont pas de plan en réalité aussi depuis des années, c'est le gouvernement irakien, les élites irakiennes. Il y a un vrai divorce aujourd'hui entre ces élites politiques, dont on connaît l'incurie, accusées régulièrement de scandales de corruption, des scandales qui se démultiplient, les dérives évidemment autoritaires. Et puis une population livrée à elle-même, mais là au sens large. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand les Irakiens vont manifester à Bagdad ou ailleurs, ils manifestent contre la classe politique, mais ils manifestent aussi contre le communautarisme, en disant que c'est devenu un outil finalement aux mains des élites pour les séparer, qu'ils sont finalement livrés à eux-mêmes. Donc je pense, et je suis peut-être trop optimiste, mais qu'il y a une capacité. Sont là, il y a tout de même une capacité, je pense, parmi la population irakienne à essayer de reconstruire quelque chose, parce que les Irakiens aujourd'hui vivent depuis quand même 14 ans dans la violence généralisée. Il y a vraiment une lassitude, et ça on le voit très clairement à Mossoul par exemple. Avec des attentats réguliers qui montrent bien que les musulmans sont aussi des victimes importantes de l'État islamique. Un mot encore aujourd'hui sur la bataille de Mossoul. C'est un site important qui a été repris. C'est la mosquée El-Nouri. C'est pas n'importe quelle mosquée, parce que c'était depuis cette mosquée, je crois, que l'État, le califat a été déclaré. Et c'est pour ça, je reviens à ma première question, que les forces irakiennes ont déclaré ce soir que c'était la fin de l'État islamique, parce qu'ils ont repris ce site. Mais qui a détruit cette mosquée? Il y a eu toute une sorte de confusion. Est-ce que c'est les djihadistes qui l'ont détruit, ou est-ce que c'est la coalition qui l'a bombardé? Oui, bon, il y a toujours cette concurrence des récits, propagande. Bataille de communication. Propagande, oui, évidemment, mais ça dure. Ce site est vraiment symbolique, important. Oui, il est symbolique parce que c'est là que Abou Bakr al-Baghdadi a fait son premier prêche, son sermon, en appelant en confirmant la restauration du califat qui avait été annoncée dès juin par son porte-parole.
et en appelant surtout les musulmans à émigrer vers l'Irak, vers le fameux califat. Bon. Là, en réalité, le plus probable, en tout cas sur le fondement de des vidéos, des images qu'on a pu voir, c'est que la mosquée a été dynamitée. Moi, je pense qu'elle a été dynamitée par les djihadistes parce que justement, ils ne voulaient pas que la coalition et les forces irakiennes s'emparent d'un site aussi symbolique à leurs yeux. Ça aurait quand même été vécu par une humiliation que les forces irakiennes et la coalition annoncent leur victoire depuis cette même mosquée. Donc la version la plus crédible, c'est tout de même effectivement la destruction par les djihadistes. Je voudrais qu'on conclue sur les civils. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est une véritable souricière puisque vous avez décrit des combats vraiment de rue, ruelle par ruelle, maison par maison. Qui pense à ces civils aujourd'hui ? Très peu de gens, à l'exception évidemment des agences humanitaires, l'ONU qui tout de même est présente, quoi qu'on dise de l'ONU. C'est des déplacements de population incroyables. Énormes, massifs, mais en fait qui ont commencé dès 2003, qui aujourd'hui ne font que s'accentuer. Il ne faut pas perdre de vue que ça a commencé dès 2003, c'est des déplacements qui s'inscrivent dans le temps long, qui ont été effectivement exacerbés depuis 2014. Alors maintenant, donc, on a l'ONU à la manœuvre, on a un certain nombre d'ONG, la communauté internationale s'organise comme elle peut pour aider ces civils, mais il est vrai que tout de même, les récits sont des récits de gens qui sont désespérés, qui sont livrés à eux-mêmes. Reviendront-ils chez eux? Ils veulent revenir. Oui, ils veulent revenir. Parce qu'ils vont le pouvoir, parce que c'est toute la question. Ils vont miner, c'est ça tout le problème. Et alors, on a des confrères. Il y a les mines, sont morts, effectivement. Oui. Alors ça, c'est un vrai problème. Comment revenir? Il y a un travail de déminage. Qui va être très très important, très long. Très important, très long, puis surtout aussi la reconstruction de l'habitat, parce que tout de même, ce sont des villes qui sont ravagées. Là, on parle de Mossoul, mais on prend une ville comme Ramadi, qui a été libérée avant. Ramadi est détruite. Aujourd'hui, plusieurs mois après la dite libération, les plans de reconstruction tardent. Il y a une partie de la population qui est revenue, mais en réalité, c'est là que le bas blesse, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas de plan d'après. Et c'est là que les djihadistes, finalement, trouvent l'opportunité, évidemment, de revenir, de revendre leur projet à une population qui ne voit rien se passer. Et donc, c'est le cercle infernal. C'est le cercle infernal, oui. Que vous décrivez et vous dites, la logique militaire ne suffira pas, voilà pourquoi il faut déconstruire. Et vraiment, c'est un travail de chercheurs scientifiques que vous avez fait, très fouillé. L'État islamique pris au mot chez Armand Collin. Merci Myriam Benrad, merci à vous. La suite de votre émission, tout de suite, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Le choix des ordonnances n'a pas été fait pour aller vite, comme on le dit plus souvent. Nous avons fait le choix de la procédure d'ordonnance pour cette question, et cette question seulement, précisément pour permettre que la loi soit fabriquée par l'exécutif et par les partenaires sociaux, ces partenaires sociaux qui auront en charge de la mettre en musique, cette nouvelle loi. Donc il y a une vraie cohérence dans le choix de cette procédure. L'hélicoptère du SAMU est prêt à décoller. Dans quelques minutes à peine, l'homme sera convoyé vers l'hôpital. Comme les 7000 sauveteurs de la SNSM, Raphaël Ribaquier, qui regarde décoller l'hélicoptère, a un autre métier. Il est infirmier. Cette activité en mer, au service du public, il la pratique bénévolement. C'est l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui se dévouent dans les mers françaises que nous allons vous raconter. C'est mon village et ce village n'a pas encore amorcé le développement comme je vois ailleurs. Et mon souci, c'est d'œuvrer par tous les moyens de sortir ce village de l'ignorance. C'est bien, on va voir. Les enfants n'arrivent pas à étudier à la maison faute de lumière. Donc on est obligé de revenir sur certaines choses qu'on a déjà apprises. Et cela vraiment retarde l'évolution du programme. Personne n'oblige les parlementaires à venir. Mais il y a une constitution. Cette constitution a été modifiée par Nicolas Sarkozy et permet au président de la République de s'exprimer devant le Parlement. Alors vous savez, on peut faire de la petite politique politicienne. Mais moi, je ne suis pas choqué que le président de la République veuille, devant le Parlement, évoquer sa feuille de route et nous demander de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette feuille de route. C'est un contrat qui a été passé par Emmanuel Macron avec les Français le 7 mai à 20h. C'est un contrat qui a été confirmé par le vote lors des élections législatives en faveur des candidats de la République En Marche. Donc maintenant, il s'agit de se mettre au travail et pas seulement de faire des coups de com'.
Ils sont éthiopiens, érythréens, afghans, soudanais ou somaliens. Tous ont traversé la Méditerranée sur des embarcations de fortune. Je viens d'Éthiopie. Je fais partie de la minorité des Oromo. Le problème, c'est que le gouvernement éthiopien est une dictature, donc j'ai dû fuir. Sur le bateau, on était environ 400, mais la moitié des passagers sont morts noyés. On est 215 à être arrivés en Italie sains et saufs. Comme Wahib, les migrants n'ont qu'une idée en tête, traverser la Manche pour demander l'asile en Angleterre. En attendant, ils survivent aux abords de l'ancienne jungle. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Et puis on se retrouve en début de semaine, lundi. Belle soirée à vous, belle fin de soirée.